bien, merci beaucoup pour cette invitation. Merci aussi de faire la place à la clinique, même si je ne représente pas à moi seule la clinique de l'aide sociale à l'enfance, mais plutôt un témoignage voilà, où je vais essayer de partager avec vous la manière dont on réfléchit sur une équipe de l'aide sociale à l'enfance et ce qu'on a essayé de construire et de mettre en place au niveau de mon service. Alors je vais partir déjà pour comprendre la question de faire famille à l'aide sociale à l'enfance. Je vais partir d'un cadre un peu plus général qui sont les missions de l'aide sociale à l'enfance et remonter encore un peu plus haut au niveau de la Convention internationale des droits de l'enfant parce que c'est quand même ce qui nous chapeaute au final. Et en fait, cette convention, elle est très claire par rapport à la résidence d'un enfant et ce, dès son préambule de cette convention, puisqu'elle dit « L'enfant, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial ». Et les premiers articles donc, de cette convention ajoutent, dès l'article 7 par exemple, « L'enfant a le droit de connaître ses parents et d'être élevé par eux ». Et un peu plus loin, dans l'article 9, les États veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré. Donc, cette Convention internationale des droits de l'enfant que la France, bien entendu, a ratifiée, pose donc sans ambiguïté le principe de la famille pour l'enfant et avec l'enfant. Mais elle ajoute aussi tout de suite, dans cet article 9, une nuance, et elle dit qu'à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Alors, donc le principe de non-séparation entre enfants et parents est bien affirmé, à moins donc que l'intérêt du mineur ne soit compromis dans sa famille. La loi de mars donc, 2007, ça a été rappelé tout à l'heure, a posé le principe de cette limite, ou en tout cas a essayé d'établir la limite du côté des besoins fondamentaux de l'enfant, c'est-à-dire si les parents répondent aux besoins fondamentaux de leur enfant, alors ils peuvent et ils doivent même continuer d'élever leurs enfants. Par contre, si les parents, pour reprendre le terme de Serge Esco, sont empêchés dans cette entreprise, alors l'État va intervenir. Cela va pouvoir se faire de plusieurs façons, donc je ne vais pas décliner tout ce qui existe, puisque je pense que là, dans cette assemblée, en tout cas, je pense que tous nous intervenons à des niveaux différents, mais on pourrait, disons, catégoriser l'intervention de l'État soit du côté de la prévention avec un soutien à la parentalité, soit du côté de la protection avec la proposition d'une forme de suppléance parentale. Il faut savoir donc, et c'est là qu'on resitue l'aide sociale à l'enfance, depuis 2007, l'ensemble de ces missions, donc prévention et protection, sont confiées aux conseils départementaux, puisque le président du conseil départemental est considéré comme le chef de file de la prévention et de la protection de l'enfance. Donc, l'aide sociale à l'enfance est chargée de faire tenir ensemble parents et enfants d'une même famille dans le respect de la réponse aux besoins fondamentaux des plus jeunes. Comment ? Eh bien, évidemment, la loi ne nous le dit pas. En tout cas, quasiment pas. C'est-à-dire qu'à part un soutien matériel, éducatif et psychologique qui peut être apporté aux mineurs ou à leur famille, ou des actions collectives qui peuvent être inventées, disons, au profit des familles, eh bien, les textes de loi donc, ne nous disent pas comment essayer de faire tenir ensemble deux morceaux de charpente, c'est-à-dire parents et enfants qui seraient déréglés ou voire même désormais séparés dans le cadre de la protection de l'enfant.
Donc on pourrait dire que la loi nous place d'emblée face à un paradoxe, celui de faire tenir ensemble une chose et son contraire. C'est bien ça l'essence d'un paradoxe, hein, c'est la coexistence de deux phénomènes opposés. Celui de la protection de l'enfant, le paradoxe de la protection de l'enfant, ce serait finalement de séparer des familles pour mieux les réunir. En effet, la séparation qui est actée par un juge des enfants n'est jamais définitive. Elle est toujours prise pour un temps, elle est donc délimitée dans l'espace et parfois dans l'espace et toujours dans le temps. Le magistrat donc nous ordonne de travailler au maintien ou à la restauration du lien entre parents et enfants, afin, c'est bien l'objectif qui est régulièrement rappelé en audience, que les enfants retournent vivre au plus vite auprès de leurs parents. Donc l'aide sociale à l'enfance, finalement, tout en étant l'agent de la séparation, se doit de mettre en relation des parties qui, a priori, seraient opposées dans leurs intérêts. Donc l'ASE sépare, puis elle réunit ponctuellement en vue d'une réunification durable qui signera finalement la fin de l'intervention de l'aide sociale à l'enfance. Mais alors comment être à la fois ensemble et séparés ? Comment comprendre ce paradoxe ? Alors là, je vais me rapporter à René Roussillon, qui nous invite à penser le niveau de considération du paradoxe. Car il dit bien que tantôt, le paradoxe va être traité comme une chose, et tantôt, il va être traité comme un concept. C'est-à-dire que tantôt, il va être traité considéré au niveau de l'objet, et à d'autres moments, au niveau de la représentation d'objets. Donc, j'ajoute qu'à partir du moment où un objet est représenté, alors on peut donner plusieurs représentations de cet objet. On va pouvoir le classer de différentes manières. Par exemple, si je fais ça, qu'est-ce que c'est ? Ça peut être plusieurs choses. À la fois, ça peut être un chiffre, le 0. À la fois, ça peut être une lettre, le O. Mais ça peut aussi être une figure géométrique qui sera un rond, un cercle, etc. etc. C'est la même chose pour la famille. C'est-à-dire qu'un individu va pouvoir être considéré de manière différente. Par exemple, un garçon, il va pouvoir être considéré selon son sexe, donc un garçon, ou selon sa place dans la famille, être le fils, le beau-fils, le frère, le demi-frère, par exemple, ou encore, quand il grandira, il pourra devenir le père, le petit-fils, etc. Enfin voilà, on peut trouver tout un tas de catégories ou de catégorisations pour donc définir la place d'un individu. Et puis, on va pouvoir aussi définir un individu selon son statut. Est-ce qu'il sera élève? Est-ce qu'il sera ouvrier? Etc., etc. Donc tout ça va forcément, en fonction de la manière dont on se représente une chose ou un individu, ça va ouvrir, disons, des voies, des droits, des devoirs ou des associations qui vont pouvoir différer. Alors là, je vais faire une autre référence qui va être celle du paradoxe dont nous parle Winnicott avec l'objet transitionnel. Hein, c'est une autre illustration du paradoxe entre la chose et son représentant, parce que l'objet transitionnel, c'est le premier objet non-moi de l'enfant, c'est-à-dire que c'est le premier objet qui lui est extérieur, qui donc ne lui appartient pas, mais qui pourrait être et qui est considéré par l'enfant comme une partie de lui-même. Donc il est cet objet présenté par la mère, mais il est choisi par l'enfant et il va créer une aire d'illusion entre deux. L'ère transitionnelle, dont on a beaucoup entendu parler, va symboliser cet espace entre la mère et l'enfant. Donc cet objet transitionnel, il est à la fois mère
et non mère, c'est-à-dire il est à la fois mère parce que c'est elle qui le présente, mais c'est un objet qui n'est pas la mère. Il est à la fois l'enfant et le non-enfant, d'une certaine manière, pas l'enfant. L'enfant parce que c'est un objet qui lui appartient et pas l'enfant parce que là aussi c'est un objet qui lui est extérieur. Mais on pourrait dire aussi autrement qu'il est cet objet à la fois l'enfant et la mère, c'est-à-dire qu'il a quelque chose qui leur appartient. Comme disait Bernard Gols tout à l'heure, cet objet représente le lien entre l'enfant et la mère. Donc, la fonction de cet objet transitionnel va être, donc c'est un objet éminemment paradoxal, qui va rappeler la mère en son absence. Il va permettre à l'enfant de supporter justement l'absence et l'angoisse surtout de séparation qui fait suite à la séparation et à l'absence de la mère. Donc cet objet paradoxal va symboliser par sa présence une absence, celle de la mère. Alors ce qui compte aussi de dire là, c'est que l'objet en soi, c'est-à-dire l'objet matériel, par exemple le doudou, cet objet-là n'a aucune importance en lui-même. C'est ce qu'il représente qui compte et qui vaut. C'est-à-dire qu'il représente la présence de la mère en son absence. Mais on ne peut pas non plus dire complètement que cet objet ne vaut rien, parce que c'est celui-là en particulier, qui a été investi par l'enfant et la mère de cette fonction symbolique. Et donc, il a un caractère irremplaçable à ce titre. Alors, il en va de même dans les familles, et je reviens là à notre propos. Il en va de même dans les familles, c'est-à-dire que les parents sont les parents et restent les parents, quelle que soit leur qualité ou leurs défauts, et je dirais même quel que soit leur degré de maltraitance. Je ne sais pas si vous avez vu passer récemment sur Internet le témoignage de Thierry Beccaro, qui est un animateur télé, et qui décrit en fait comment il a été maltraité physiquement et psychologiquement par son père jusqu'à ses 17 ans au moins. Et en fait, je trouve assez intéressant la complexité avec laquelle il décrit l'attachement à ce père maltraitant. Alors voilà, il décrit certaines scènes avec quand même aussi de la pudeur, donc je trouve que son témoignage est d'autant plus intéressant et surtout donne un caractère très authentique et sincère et touchant. Et donc il décrit donc certaines scènes de maltraitance. Et à un moment donné, donc, il dit que quand il a commencé à parler, on lui a demandé « mais pourquoi vous n'en parliez pas ?» Et il dit il répond donc parce qu'un enfant, ça aime ses parents même s'il est battu. Et un peu plus loin, il ajoute « mon père était aussi un mec formidable ». Voilà, et je trouve que ça indique, ça dit bien finalement que les parents, quels qu'ils soient, restent les parents et ne peuvent pas être délogés de cette place-là. Alors, quelle application on va pouvoir faire de cette différence de considération donc, entre la chose et sa représentation au niveau des paradoxes que l'on rencontre en protection de l'enfant? Je propose donc de nous référer à Pierre Bengozi qui différencie le lien de la relation. Il énonce clairement et il dit « le lien n'est pas la relation ». Donc moi je propose en effet de suivre ce qu'il nous indique en différenciant donc la relation qui est un rapport concret et mesurable entre deux personnes qu'on pourrait donc mettre au niveau de la chose, au niveau de l'objet. Donc du lien qui, lui, est toujours pour Pierre Bengozi un lien psychique de filiation ou d'affiliation
qui va s'étayer sur le primat du biologique, mais qui reste un lien psychique et qui donc serait plutôt au niveau de la représentation de choses ou d'objets. Et à l'aide sociale à l'enfance, donc, on voit bien que cette différenciation entre la chose et la représentation de choses nous est précieuse, parce que si les enfants sont séparés donc, de leurs parents, c'est-à-dire que leurs relations sont coupées ou distendues, donc on est au niveau de la chose, eh bien la plupart du temps, le lien de filiation n'est pas touché par cette séparation. C'est-à-dire que le niveau de la représentation, le niveau symbolique, hein, on a parlé tout à l'heure de pratique de la parentalité et d'exercice de la parentalité avec Didier Houzel, en faisant référence à Didier Houzel, eh bien là, ça nous est assez précieux pour essayer de situer finalement ces deux niveaux entre la chose pratique de la parentalité, relation, et lien de filiation, exercice de la parentalité, représentation de choses. Voilà, donc au niveau symbolique, parents et enfants vont rester reliés légalement, alors que leurs contacts vont être modulés, diminués, contrôlés, ou voire même parfois totalement supprimés. Donc, on voit bien qu'en protection de l'enfant, il est possible de faire tenir ensemble une chose, finalement, et son contraire. C'est-à-dire que des enfants et des parents peuvent rester reliés tout en étant séparés. C'est parfois difficile à comprendre pour certains partenaires. Je me souviens notamment d'un partenaire de soins, en fait, qui n'arrivait pas à comprendre comment des parents qui n'avaient plus de droit de visite et d'hébergement pouvaient continuer d'exercer leur autorité parentale auprès de leur enfant. Eh bien, si ça leur paraissait complètement contradictoire et paradoxal, et si on arrive donc à se représenter que les droits de visite et d'hébergement, on est du côté de la relation, du côté de l'objet, enfin de la chose, et que au niveau de l'exercice de l'autorité parentale, on est du côté du symbolique et du côté donc du lien, et bien du lien de filiation, et bien on peut effectivement concilier deux choses qui paraissent opposées. Alors, que faire avec ces paradoxes à l'aide sociale à l'enfance ? Comme nous venons donc de l'expliquer, les paradoxes concernent non seulement tous les individus, mais toutes les familles. Je ne sais pas si vous avez vu ce film qui est sorti récemment de Michel Leclerc qui s'appelle La lutte des classes, où il y a une dispute, on va dire, entre deux parents à un moment donné, entre donc Édouard Baird qui interprète le père et Leila Bekti qui interprète la mère, parce qu'ils ont reçu à dîner une famille de leur quartier. En fait, ils habitent dans un quartier bobo, mi-populaire, mi-bourgeois, on va dire, et leur enfant fréquente l'école du quartier. Et ils ne veulent pas que leur enfant quitte cette école, mais ils se retrouvent de plus en plus isolés en matière sociale. Et donc, la mère décide d'inviter à dîner des parents de l'école. Il se trouve que ce sont des musulmans pratiquants et que ça va complètement à l'encontre, évidemment, enfin, évidemment, pas forcément, mais enfin, quand on a vu le film, évidemment, ça va complètement à l'encontre de leurs valeurs, et la mère se plie en quatre, en fait, voilà, en comprenant tout à fait les rites et le respect religieux de cette famille. Et donc son mari lui dit après le dîner que voilà, elle peut pas d'un côté bannir les familles catholiques bourgeoises en disant que c'est de la merde, excusez-moi, mais et d'un autre côté, au contraire, valoriser cette famille musulmane pratiquante. Donc on est tous faits, si ce n'est de paradoxes, au moins de contradictions. Et les paradoxes donc sont
monnaie courante dans les familles. Mais ceux présentés par les familles que l'on rencontre à l'aide sociale à l'enfance sont toutefois un peu plus pathogènes car délétères pour les enfants. Ces paradoxes-là créent des symptômes parfois très résistants, surtout lorsqu'ils ont été transmis de génération en génération. D'où l'intérêt de chercher dans les histoires des familles. Pour autant, alors ça j'insiste bien là-dessus, avoir une anamnèse de l'histoire de la famille ne suffit pas à lever ces paradoxes mortifères, ni même d'écouter les parents énoncer trop vite des événements traumatiques vécus. Bien souvent, dans ces récits que nous font les parents des traumas, l'émotion est absente et en fait, il va s'agir davantage de souvenirs ou de récits écrans qui vont être des mécanismes de défense à un travail justement d'élaboration sur les représentations. Donc, encore une fois, on retrouve le paradoxe, c'est-à-dire que l'événement traumatique va là équivaloir plutôt à une chose, là où il pourrait être pris où on espérerait qu'il soit pris pour un récit, c'est-à-dire pour une représentation de choses. Donc notre défi, ça va bien être celui-ci, c'est-à-dire favoriser l'émergence d'une historicisation qui va prendre sens pour tous et chacun, parents, enfants, familles. Alors, je vais vous parler de William, 16 ans, et de sa mère, Madame A, que nous recevons dans un dispositif d'entretien familiaux que je détaillerai un petit peu plus tard. Alors, lors des premiers entretiens en individuel ou en famille, Madame A nous agace, tant les travailleurs sociaux que son fils. Elle raconte des événements passés ou présents sur le mode de la plainte, du ras-le-bol. Son fils ne fait rien. C'est pas normal, William, comment tu veux t'en sortir? Quand est-ce que tu vas chercher du boulot? Avec tout ce que je fais pour toi, tu crois qu'on m'a aidé, moi? Ne compte plus sur moi pour t'aider. Tu vas te débrouiller tout seul. Je n'ai pas eu ta chance, je n'ai pas eu de parents pour m'aider. Alors, si l'ensemble des propos, en fait, le contenu des propos de la mère pourrait nous émouvoir, en fait, ça provoque plutôt de l'agacement chez nous parce qu'on les trouve finalement très violents. Pourquoi? Parce que cette mère n'a quasiment jamais élevé, n'a quasiment jamais élevé son fils puisqu'il a été placé depuis ses premiers mois. Et puis, elle pleure souvent, donc ces récits sont accompagnés de larmes, mais nous ne sommes pas touchés. Ça provoque même plutôt un sentiment d'étrangeté chez nous, parce que ces larmes semblent un peu fausses ou fabriquées. Et pour autant, jamais nous n'avons douté du fait que Madame A soit réellement affectée quand elle pleurait. Donc finalement, avec cette famille, comme avec d'autres, la question qui se pose, c'est comment leur permettre de pouvoir se raconter autrement. C'est-à-dire, finalement, comment leur permettre de se relier autrement ou de se relier tout court, parfois. C'est-à-dire relier ce qui ne l'a pas été ou qui l'a été, mais de manière, on pourrait dire, insuffisamment digérée. Alors nous avons décidé donc dans mon service d'utiliser les fonctionnements paradoxaux des familles plutôt que d'essayer de les empêcher. Voilà, dans mon expérience, je dirais que ça a été assez inefficace à chaque fois que j'ai voulu essayer de travailler comme ça. Et pour reprendre Pierre Bengozi, nous avons donc travaillé à la construction d'un dispositif paradoxal, seule réponse efficiente selon lui pour déjouer les paradoxes. C'est-à-dire que pour ceux qui font de la voile, quand on veut aller en face mais que le vent vient aussi d'en face, eh bien si on essaye de lutter contre, on n'avancera pas, alors que si on essaye d'utiliser le vent, eh bien on va pouvoir se déplacer, certes sans doute en faisant un détour, mais en tout cas on pourra avoir l'espoir d'arriver au but. Donc notre dispositif paradoxal, je l'ai un peu annoncé tout à l'heure, c'était l'idée, et ça reste l'idée, de réunir pour mieux séparer.
Donc avec mon cothérapeute Julien Lelièvre, voilà, avec qui je travaille vraiment de concert, à la fois sur le plan clinique mais aussi sur le plan théorique. Donc avec lui et l'accord et l'encouragement des cadres de mon service, nous avons donc créé un dispositif d'entretien familiaux destiné aux familles de l'aide sociale à l'enfance de mon secteur. L'idée première donc était de s'adresser aux familles là où elles en étaient. Autrement dit, partir donc du magma indifférencié, pathogène, pour essayer de cheminer vers des positions individuelles qui seraient moins assujetties au fonctionnement groupal familial. Donc, pour ce faire, notre parti pris a été de favoriser la construction de ce qu'on appelle un néogroupe. Là, je fais référence à Evelyne Granjon qui définit le néogroupe. Donc, favoriser la construction d'un néogroupe, c'est-à-dire un nouveau groupe où vont se partager les formations et les objets inconscients de la famille, avec les parties les plus régressées des thérapeutes. Je cite Granjon, elle dit « Dans ce lien groupal ainsi constitué, chacun est partie prenante et partie prise. » Et ça, c'est pour moi quelque chose d'essentiel, en fait. Tout est là. Tout est là. Alors, je vais essayer forcément d'en dire un peu plus, mais... il s'agit en fait pour nous non pas de travailler avec la famille, c'est-à-dire une famille qui serait un objet extérieur qu'on pourrait mettre à distance, mais plutôt de proposer un travail familial où soit et l'autre, donc où les thérapeutes et la famille, nous allons partager un espace commun, co-construit, et donc c'est là qu'on y revient, un espace transitionnel. Dans les faits, donc, cela implique que notre dispositif, bien que basé sur le modèle de la thérapie familiale psychanalytique classique, connaît des aménagements ainsi qu'une souplesse et une adaptation aux différentes familles. Chaque famille donc, fait l'objet d'un traitement particulier et d'un cadre co-construit, donc, enfin d'un cadre construit au cas par cas, et co-construit avec la famille, c'est-à-dire en fonction et avec la famille, comme nous le verrons après dans le cas de William sur lequel je reviendrai. Donc ces entretiens familiaux, ils sont présentés par les thérapeutes et par le service même d'une manière générale, mais il est, on pourrait dire, choisi par la famille, un peu comme l'objet transitionnel avec la mère et l'enfant. Je reviens un instant sur notre implication parce qu'elle ne va pas de soi. Selon nos propres histoires de famille, nous pourrions ou résister ou au contraire plonger dans certains récits traumatiques. Bernard Gols nous l'a rappelé tout à l'heure, les familles fusionnelles, eh bien, ça pourrait faire un peu plus identification que les familles violentes ou agressives. C'est pourquoi, donc, dans la mesure du possible, nous veillons donc à ne pas nous faire absorber par les problématiques familiales à l'œuvre, c'est-à-dire ne pas sombrer totalement avec elles dans l'indifférenciation. Alors pour ça, le travail sur les contre-transferts, évidemment, mais aussi sur l'intertransfert, c'est-à-dire le transfert entre mon collègue et moi, est indispensable. Et notre supervision nous aide à penser les affects qui sont déposés par les familles dans ce néogroupe. Donc l'important dans cet espace-là transitionnel d'entretien familiaux, ce n'est pas d'être tous indifférenciés, c'est-à-dire thérapeute et famille, mais c'est de permettre le temps de la rencontre que la famille ne sache plus ce qui vient d'elle et ce qui vient de nous. Notre travail donc de thérapeute est de tenter à nous de continuer d'y voir clair dans ce magma indifférencié. De même que la mère qui présente un objet transitionnel à son bébé sait qu'elle n'est pas cet objet, mais qu'elle le représente.
voilà, nous savons que nous ne faisons pas partie de cette famille, mais par contre, nous allons tenter de créer les conditions, c'est ce que j'appellerais comme ça, les conditions de l'indécision pour la famille. Voilà, nous ne sommes pas la famille, mais essayer de leur permettre à elles de ne pas se préoccuper de cette question, de ne pas se préoccuper de savoir ce qui vient d'elles, ce qui vient de nous. Donc, il nous semble que l'aide sociale à l'enfance va se prêter particulièrement à cet exercice. Pourquoi ? Parce que les enfants qui nous sont confiés, ils partagent du familier avec nous. Ils sont accueillis dans des familles d'accueil, ils partagent leur quotidien avec des éducateurs. Et ils sont c'est-à-dire que nous sommes plongés dans l'intimité des enfants, mais les enfants sont aussi plongés dans l'intimité d'autres adultes et d'autres pères. Donc finalement, l'aide sociale à l'enfance, et parfois même les parents eux-mêmes ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc l'ASE, finalement, c'est un peu la famille et on la connaît. Donc nous retrouver ensemble dans cet espace d'entretien familiaux, on pourrait dire que c'est le comble du paradoxe. Nous réunir en famille alors que parents et enfants sont séparés par mesure de placement. Et donc on pourrait se demander finalement qui est-ce qui fait famille ici dans cet espace-là? Est-ce que ce sont les parents et les enfants? Ou est-ce que ce sont les enfants confiés à l'ASE avec les thérapeutes de l'ASE? Ou est-ce que ce sont les parents, parfois anciens enfants confiés à l'ASE et les thérapeutes de l'ASE? Plein de questions en tout cas s'ouvrent, mais une chose est sûre pour nous, et je le dirai assez rapidement, mais il nous semble que ce qui pourrait faire le plus famille entre parents et enfants, ce serait finalement un non-lien, c'est-à-dire un lien en négatif. Une famille qui n'a pas pu faire famille, qui a conduit à une séparation nécessaire. Alors, je vais du coup passer sur certaines choses, mais je vais revenir à William quand même et sa mère, parce qu'il me semble que leur situation illustre bien ce fonctionnement. Ils avaient donc accepté de participer à des entretiens familiaux, mais il a été bien difficile de les recevoir ensemble. L'adolescent était souvent absent, souvent en retard. Parfois, il est arrivé même à la fin de la séance. Et quand il venait, eh bien, c'était la mère qui ne venait pas ou arrivait à son tour en retard. Donc, leur quasi-impossibilité à être ensemble nous a conduit à adapter considérablement notre dispositif pour assurer un semblant de continuité. Ainsi, nous avons proposé à l'éducatrice de William, qui était très bien investie par lui, de participer aux entretiens familiaux afin de favoriser sa venue. Leurs entretiens réguliers, les accompagnements divers et les appels téléphoniques de l'éducatrice pour relancer les rendez-vous familiaux ont constitué un soutien actif et bienveillant. Dans ce cas, on peut penser que la professionnelle incarne des liens qui ne peuvent se représenter dans la famille et dans le néogroupe. Encore une fois, représentation de choses réelles, symboliques. Face à ces difficultés, donc, nous pensions que la permanence du lieu et des thérapeutes, symbolisant le placement, qui s'était exercé depuis l'enfance, était à la rigueur le seul lien qui unissait la mère, elle-même placée dès l'âge de 4 ans, William et nous. Cette impossibilité de faire lien entre eux était déposée à l'endroit même de ce qui faisait coupure, l'aide sociale à l'enfance. Absence et destructivité, voilà de quoi était fait leur lien. De fait, nous étions fort inquiets pour cet adolescent qui ne semblait pouvoir investir qu'un pseudo-objet, l'alcool, dont les consommations abusives le mettaient gravement en danger. Nous doutions de l'utilité et de l'efficacité de ce que nous leur proposions. Nous nous accrochions à l'idée qu'il y avait au moins des personnes qui s'intéressaient à leur famille. C'est pas beaucoup. Nous luttions donc ainsi contre des mécanismes d'anti-illusion et d'anti-espoir. Donc, je vous renvoie à Roussillon là-dessus. Ce sont donc des défenses paradoxales assez typiques des familles que nous recevons. Elles amènent les professionnels à se sentir inutiles, paralysés dans l'impasse, incompétents et à désinvestir ces familles. Je ne développe pas, mais je pense que vous voyez à quoi je fais référence.
Les entendre comme des vécus donc non symbolisés, déposés en nous dans l'espoir d'être enfin transformés, ouvre potentiellement d'autres perspectives. Et ici, ce fut le cas. Lors d'une séance, William formula l'hypothèse qui nous traversait depuis le début de nos rencontres, non-rencontres, d'une certaine façon. C'est pas ça une famille. Voilà ce que dit William, c'est pas ça une famille. En gros, il l'explique après plus tard, il dit, c'est pas toi et moi, ça fait pas une famille. Une famille, il faut un père, une mère, des enfants, etc. Donc il mettait des mots en fait sur l'inadéquation de leurs liens. Et à partir de là, ça a été un tournant dans la thérapie. Ça a ouvert sur une narration familiale, certes du côté du négatif, mais sur une historicisation tout de même. L'inauthenticité de leurs liens jusque-là exprimés au travers des paroles et des affects de Madame A laissa place à un récit affecté. Elle évoqua le meurtre de sa mère par son père adoptif dans un contexte passionnel. Madame A n'avait gardé aucune relation avec ses sœurs ou sa famille. Elle disait à son fils « Tu ne peux pas me reprocher d'avoir la famille et l'histoire que j'ai ». William fut touché par ces coïncidences et entendit qu'il partageait une partie de l'histoire de sa mère, son histoire à eux. Elle aussi n'avait pas pu rester dans la famille d'accueil qu'elle avait considérée comme ses parents. William, à l'inverse, l'avait encore à elle, alors qu'elle avait perdu toute attache familiale. La mort d'une matière narrative permit à l'adolescent d'aborder notamment des traumatismes actuels et passés. S'il ne parvenait pas davantage à envisager sa vie avec sa mère, il était devenu capable d'interroger ses liens de dépendance à d'autres figures ou objets. Et je vais peut-être m'arrêter là-dessus. En tout cas, ce que je ne développerai pas, mais ce qui est quelque chose qui m'intéresse beaucoup en ce moment et que je crois que nous faisons, mais que nous n'avons pas encore, d'une certaine manière, théorisé dans cet espace, c'est celui d'essayer de favoriser l'émergence d'une illusion familiale dans ces espaces d'entretien familiaux, un peu à l'image de l'illusion groupale, mais sous une forme familiale. Et je pense que ça, c'est une voie pour nous de travail, parce qu'il me semble que c'est un préalable, ou une étape en tout cas indispensable pour renforcer le narcissisme de la famille, avant de pouvoir aller vers des mouvements de différenciation individuelle. Je vous remercie.